Bien, nous allons commencer pour respecter l'horaire qui nous est imparti. D'abord, bonjour à tous. Merci de participer à cette session discussion sur la Chine et l'environnement. Bravo aux étudiants et aux jeunes qui sont présents. C'est un peu, vous le savez, la marque de fabrique de ces journées économiques de Lyon, d'avoir une forte présence étudiante et universitaire. Je crois que nous pourrons tous nous en féliciter. Merci également à nos participants, que je vous présenterai tout à l'heure plus en détail. Au passage, ne voyez aucune connotation au fait que les hommes sont d'un côté et les femmes de l'autre. Mais c'est plus pratique pour moi pour ordonnancer le débat, si je puis dire. Donc, on va parler d'environnement, on va parler bien sûr de Chine et d'environnement, qui sont deux sujets d'actualité, ça tombe bien. Et je veux dire un petit peu pourquoi. La Chine, vous le savez, parce que nous sommes quasiment début novembre, quelques jours après le 19e congrès du Parti communiste chinois, qui est un événement très important, encore plus important cette année, puisqu'il a consacré, disons, la puissance de celui qui est son secrétaire général, également le président chinois, le président Xi Jinping, qui a été reconduit pour un nouveau mandat, et à cette occasion, je le disais, il a affirmé son pouvoir, et notamment pour quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas, c'est-à-dire qu'on inscrit dorénavant dans la charte du Parti communiste chinois la pensée de Xi Jinping, au même titre que deux prédécesseurs illustres, à savoir Mao Zedong et Deng Xiaoping. C'est un processus qui s'est déroulé, si vous regardez un peu, c'est assez intéressant, les photos et les films sur la façon dont s'est passé ce congrès. Donc vous avez 2300 participants qui sont debout et qui ont voté démocratiquement à main levée, à savoir que tout le monde était incité vivement à voter pour. Et il y avait quelqu'un qui passait dans les travées et qui demandait si des fois par hasard il y avait un opposant. Il n'y en a pas eu. Donc ça a été à l'unanimité. Et cette pensée, c'est intéressant, elle s'exprime ainsi. Le socialisme, donc dorénavant, la Chine va aller vers le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère. Et dans cette histoire nouvelle ère, on a en mémoire ce qui est une donnée permanente de la réflexion chinoise, c'est sur la renaissance. C'est un mot qui revient régulièrement depuis plusieurs années. Et cette histoire de renaissance, nos intervenants en parleront certainement, ça renvoie au moment de la forte puissance de la Chine sur la sphère mondiale qui était au XIVe siècle. Alors si je mentionne cette actualité politique, c'est parce que, vous le savez bien évidemment, c'est un régime communiste, où le pouvoir exécutif a la haute main sur toutes les décisions importantes, et qui engage bien sûr différents secteurs d'activité, mais notamment celui dont nous allons parler, l'environnement. Et j'en veux pour preuve une déclaration qui était faite au mois d'avril, je crois, par le Premier ministre chinois, et qui s'est dit décidé, je cite, à mener une guerre sans merci pour préserver le ciel bleu. Alors ciel bleu, ça nous amène à l'environnement, et c'est la deuxième actualité, puisque vous savez que se déroulent actuellement les travaux de ce qu'on appelle la COP23. Ça se déroule à Bonn, COP23 qui est censé suivre et continuer à faire appliquer ce qui a été décidé au moment de la COP, la fameuse COP 21, et l'accord de Paris qui en est découlé. C'était en décembre 2015, ça a été suivi l'année dernière à Marrakech par la COP 22, et donc nous sommes à la COP 23. Et encore une fois, pour essayer d'aller vers ce qui a été l'objectif initial, et dont il semble que déjà il est dépassé, à savoir faire en sorte qu'on ne puisse pas augmenter la température de plus de 2 degrés, et on est déjà, semble-t-il, à plus de 3. Donc c'est quand même assez difficile. Pourquoi ces deux sujets sont liés? Parce que, sur la scène internationale, le fait que, c'est pour ça que je parlais de l'accord de Paris, le fait que l'Amérique, en la personne de Donald Trump, ait donc renoncé à l'accord de Paris, ouvre un immense boulevard pour la Chine. C'est un point très important, à savoir que la Chine, qui est le grand pollueur, se présente actuellement comme un pollueur repenti. Et on va voir si c'est exactement, si c'est faisable. Deux ou trois chiffres simplement pour fixer des esprits. Sur 48 000 millions de tonnes de CO2 qui sont émises chaque année, la Chine en assure 22%, les USA un peu plus de la moitié, 13%, et l'Inde 6%. Le principal responsable, bien sûr, de cette pollution, on en parlera abondamment, c'est le charbon. La Chine produit et consomme 46% de la production mondiale de charbon. Il y a encore actuellement 2300 centrales au charbon en Chine, et je crois que quelques centaines sont encore en projet. Ce qui entraîne bien sûr des conséquences très importantes pour la population, conséquences négatives bien sûr, de graves maladies dues à la pollution, aux particules fines, etc. dans les villes. Et on considère qu'il faut déplorer chaque année plus d'1 million de décès dus au cancer, une proportion en augmentation de 50% en 10 ans. C'est surtout le nord du pays qui est contaminé par les pollutions dues au charbon. Et les conséquences pratiques, pour ceux qui se rendent en Chine régulièrement, on les voit d'année en année s'aggraver. C'est-à-dire que dans certaines grandes villes, les enfants ne sortent que quand l'atmosphère n'est pas trop polluée, ce qui n'est pas très fréquent. Si vous allez sur la place Tiananmen, comme c'est arrivé récemment, vous cherchez le portrait de Mao parce qu'il est disparu, on pense que c'est le brouillard, non, c'est la pollution.
Et le seul moment où on respire un peu mieux, c'est quand la Chine organise de grandes manifestations internationales, que ce soit les JO ou la Foire internationale de Pékin. Ils ont trouvé l'astuce, c'est-à-dire qu'on ferme les usines 3 ou 4 jours avant, donc le ciel se dégage un tout petit peu, et on dit on respire enfin. Donc les Chinois attendent impatiemment chaque manifestation internationale. Je m'arrête là pour laisser la place aux intervenants qui sauront parler de façon beaucoup plus légitime de tous ces sujets. 4 intervenants que je vous présenterai au fur et à mesure, dont 3 chercheurs et économistes spécialisés sur ces questions. À ma gauche, Jean-François Huchet, qui est vice-président d'INALCO. INALCO, c'est Langzhou. Valérie Mercier, Stéphanie Mongeon, qui est maître de conférence Sciences Éco à Paris-Dauphine. Marie-Françoise Renard, qui est notamment prof de Sciences Éco à l'Université d'Auvergne. Mais nous accueillons également, et c'est très important, un praticien, à savoir un chef d'entreprise qui depuis maintenant, je crois, une bonne vingtaine d'années fait l'aller-retour entre la Chine et la France, Valérie Mercier, qui est le président de la société IVEA. Je commencerai par vous, Jean-François Huchet, pour aborder un peu ces questions. Je poursuis la présentation de vos vice-présidents et professeur de département Chine de l'INALCO. L'INALCO, je disais, c'est Langzhou. En fait, c'est l'Institut national de langues et de civilisation orientale. Vous avez occupé plusieurs fonctions en tant que chercheur en France et en Chine. Vous avez résidé en Asie pendant plusieurs années, de 1987 à 2001 notamment. Vous êtes docteur en éco, vous avez étudié à Pékin, et vous avez notamment dirigé le Centre d'études français sur la Chine contemporaine à Hong Kong, de 1997 à 2001. Et c'est là où j'ai le plaisir de vous rencontrer, de vous interviewer. En 1997, nous étions au cœur de la crise asiatique, qui avait démarré, je crois, en juillet en Thaïlande. C'est ça. Et voilà, donc ça fait une vingtaine d'années. On est toujours là. Merci. Vous dirigez la revue Perspective chinoise, qui est très intéressante. Vous enseignez sur l'économie chinoise et le capitalisme chinois. Vous travaillez aussi sur les crises environnementales que vous attribuez, pour ce qui est de la Chine, à des problèmes structurels. Vous allez certainement nous en parler. C'est là-dessus que nous allons vous entendre. Je voudrais quand même préciser, puisqu'il vient de sortir, que vous avez commis un livre qui s'appelle, sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui s'appelle bien évidemment La crise environnementale en Chine, par Jean-François Huchet. C'est aux éditions Sciences Po. Jean-François, c'est à vous. Merci. Celui-là, je préfère celui-là, d'accord. Merci beaucoup Serge, oui, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Donc dans la répartition des rôles, nous avons convenu de parler de choses différentes, tant l'environnement est un sujet très vaste, et notamment en Chine, comme vous pouvez l'imaginer. Donc moi je me cantonnerai à parler en fait du bilan, même s'il est parfois extrêmement difficile de faire un bilan compte tenu de l'ampleur des phénomènes de pollution en Chine. Cela touche bien évidemment des sujets aussi divers que l'air, l'eau, la pollution des sols, la gestion des déchets. Donc vous le voyez, il est quand même assez difficile de réaliser un bilan. On a par ailleurs aussi des informations manquantes sur certains domaines. Il est parfois difficile de retrouver des informations. Et puis, il est difficile également de connaître l'impact exact en matière de santé publique. C'est vrai pour tous les pays, pas uniquement en Chine, mais quand il manque parfois aussi des informations, cela devient encore plus difficile. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que pratiquement tous les clignotants sont rouges en matière de dégradation de l'environnement en Chine, que ce soit encore une fois pour l'air, l'eau, les sols, la gestion des déchets, et que la Chine traverse une crise environnementale d'une ampleur qui est inédite au regard de ce que nous avons connu dans les pays industriellement les plus développés. C'est inédit par la combinaison d'un certain nombre de facteurs. D'abord, le poids démographique, il ne faut pas l'oublier. La Chine, c'était à peu près 570 millions de personnes en 1951, au moment du premier recensement. On passe le milliard en 1980, 1 milliard, à peu près 400 millions aujourd'hui, et cette population réside sur la même portion du territoire, pratiquement, lorsqu'on compare à l'occupation du territoire qu'il y avait en 1949, au moment où les communistes prennent le pouvoir en Chine. Des choix énergétiques également qui ont été très largement orientés sur les énergies fossiles, et on vient de le dire, pardon,
Serge Marty vient de le dire, en partie le charbon, puisque la Chine consomme plus que le reste du monde en matière de charbon. Une urbanisation extrêmement rapide, qui est liée bien sûr avec son poids démographique. Un modèle ou un mode de développement économique et industriel dans lequel l'industrie, en particulier l'industrie lourde, continue de jouer un rôle extrêmement important. On peut même parler d'hypertrophie de l'industrie en Chine lorsqu'on compare des trajectoires, même sur le long terme, par rapport à des pays qui sont très industriels, qui ont été très industriels, comme les États-Unis, voire même encore aujourd'hui l'Allemagne ou le Japon. Et puis un régime politique qui laisse peu de place, en fait, à l'éclosion d'une véritable société civile et qui ne permet pas au contre-pouvoir de s'exprimer pleinement sur des matières comme l'environnement. Et on sait déjà que lorsque c'est le cas dans la démocratie, on a déjà beaucoup de mal à faire avancer un certain nombre de problèmes. Donc, en fait, lorsqu'on regarde les bilans qui ont été effectués par un certain nombre d'auteurs, je ne vais pas vous citer les ouvrages qui ont été réalisés, mais en fait, il y en a assez peu qui font des bilans sur l'ensemble des domaines de l'environnement. On trouve beaucoup de monographies sur l'air, sur l'eau, sur la pollution des sols, mais des ouvrages qui couvrent à peu près tous les domaines, il y en a assez peu. Alors, il y en a quelques-uns. Je signale que, par exemple, en France, il y a eu un livre de Benoît Vermander, La Chine verte et la Chine brune, qui, il y a un peu plus de 10 ans, avait tenté aussi de faire un bilan. La Banque mondiale a aussi réalisé un certain nombre de bilans. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis ces bilans qui ont été effectués il y a 10 ou 15 ans, eh bien, la situation s'est très largement détériorée, même si je reviendrai un peu sur certains points qui commencent à s'améliorer, heureusement, aujourd'hui. Alors, on assiste depuis 2012-2013, c'est vrai, à un changement dans la volonté politique. Il y a une volonté politique beaucoup plus forte, en raison également aussi on peut dire, de scandales environnementaux qui se sont multipliés en Chine et en particulier sur l'air. Néanmoins, pour les raisons structurelles que j'ai évoquées tout à l'heure, sur la démographie, l'urbanisation, les choix en matière de développement économique ou des choix énergétiques ou du régime politique, en fait, la Chine risque de rester dans une situation un peu paradoxale et, je dirais, presque schizophrénique, en étant à la fois le pays qui investit le plus dans les économies vertes, et de très très loin maintenant, et également le pays qui reste le plus grand pollueur du monde. Et cela risque de continuer encore pendant un certain nombre d'années, malheureusement. Alors, si on en vient sur le bilan proprement dit, sur l'air, bon, la pollution de l'air comporte plusieurs facettes, puisque vous pouvez mesurer d'abord les polluants, par exemple sur les oxydes d'azote, sur le monoxyde de carbone, sur le dioxyde de soufre, et puis vous pouvez mesurer ce qu'il y a également sur les particules en suspension, ce que l'on voit dans les épisodes de pollution, comme vous avez apparu dans les grandes villes françaises, qu'on appelle les particules matters, c'est-à-dire les PM, on les mesure en fonction de leur importance, PM10, PM2,5, on commence à avoir des mesures effectivement en Chine aujourd'hui qui sont très développées sur toutes ces questions. On a également, bien sûr, le CO2, mais je ne vais pas m'attarder puisque je pense que mes collègues vont revenir sur ces questions. On a également les pollutions de l'air intérieur qui sont très importantes en Chine. Et puis, à chaque fois, bien sûr, je donnerai quelques chiffres sur les questions, bien sûr, sur l'impact. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, sur les particules en suspension, entre 2008 et 2015, on estime qu'il y a eu à peu près sur les 2920 jours, donc durant ces 8 années, il n'y a eu que 2% des jours où l'air a été d'une qualité dans les normes internationales de l'Organisation mondiale de la santé. Même si les choses sont en train de s'améliorer doucement sur un certain nombre de polluants, comme par exemple le dioxyde de soufre, notamment en raison d'un meilleur contrôle sur les centrales, les grandes centrales à charbon, ou sur la pollution également sur les poussières de suie, on a une amélioration également sur ces questions. On note également une petite amélioration sur les particules fines en PM2,5 depuis 2-3 ans, en raison également des mesures qui ont été prises sur les grandes centrales à charbon. Mais on part de très très loin sur ces questions et on devrait voir encore cet hiver, malheureusement, des épisodes que l'on qualifie d'airpocalypse,
hein, où depuis déjà un certain nombre de temps, vous retrouvez effectivement ces combinaisons de particules en suspension, comme le disait Serge tout à l'heure, où on voit à peine à quelques mètres et qui provoquent toute une série de conséquences. Alors, vous donniez tout à l'heure le chiffre qui, je pense, est tiré de la même étude du MIT, qui considère qu'il y a à peu près 1,2 million de morts prématurées à cause de la pollution de l'air en Chine. C'est 40% du total mondial. Et il y a 2 régions dans le monde qui sont particulièrement touchées. C'est le nord de la Chine, pour des raisons aussi qui tiennent à la météorologie et puis aussi au relief. Tout reste bloqué autour de, effectivement, cette grande région autour de Pékin. Et puis le nord de l'Inde, qui est à certains égards encore plus pollué ces dernières années que ce que l'on retrouve dans le nord de la Chine. Excusez-moi. Alors, cette pollution, elle fait face à une population qui est aujourd'hui mieux organisée, puisqu'elle touche les villes principalement, elle touche les classes moyennes, donc il y a bien sûr des effets de mécontentement d'une classe qui est, on peut dire, à laquelle le pouvoir fait un peu plus attention. Ce qui est moins le cas du problème de l'eau, qui peut-être est encore un problème pire que sur l'air et qui prendra beaucoup plus de temps à être traité, malheureusement. Alors, les chiffres sont assez édifiants, puisque la Chine manque d'eau dans le nord de la Chine, dans le nord central et dans le nord-ouest et aussi un peu dans le nord-est de la Chine. Ça se combine avec une très forte pollution de l'eau. Donc on a un très grand stress hydrique dans les principales régions du nord-ouest central. Sur 660 grandes villes chinoises, 440 sont en stress hydrique très important. Ça touche à peu près 350 millions de personnes. Les grands fleuves sont pollués, puisque à peu près 50% de leurs eaux sont dans les catégories 5, voire pire, qui sont des catégories qui ne peuvent servir qu'à l'irrigation, ou soit à rien du tout, étant donné l'extrême pollution. On a à peu près les 2/3 des nappes phréatiques qui sont touchées par une très grave pollution. Et à peu près le quart des grands lacs qui souffrent de phénomènes assez importants d'eutrophisation. On a également des pollutions assez importantes des espaces côtiers. Alors, ce sont des pollutions qui, dans l'eau qui autrefois étaient très largement dues à des micro-organismes, et c'est pour ça qu'en Chine, vous buvez très souvent de l'eau bouillante quand vous y allez, au bouilli en tous les cas, on boit beaucoup de thé. Aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose, malheureusement, de faire bouillir l'eau, puisque aujourd'hui, c'est une pollution organique, très souvent due à des métaux lourds, et qui demande effectivement des traitements beaucoup plus compliqués. Alors là, ce sont des pollutions qui touchent plus largement les zones rurales, avec des populations qui sont beaucoup moins organisées, beaucoup moins écoutées également par les autorités de manière générale. Alors il y a eu un certain nombre de mouvements organisés par des scientifiques, des journalistes et des avocats qui ont révélé un certain nombre de scandales très graves liés à la pollution de l'eau. Et on a même aujourd'hui une carte des cancers qui sont dans les zones rurales liés à cette pollution de l'eau. Sur la pollution des sols, on a eu une étude qui a été partiellement divulguée aux scientifiques et au grand public il y a maintenant 3 ans, qui a fait état d'environ 19,4% des terres cultivables sont assez sévèrement contaminées par des matières chimiques inorganiques comme le cadmium, le nickel, l'arsenic. On a même eu d'ailleurs pas mal de scandales dans la nourriture, hein, dans le riz par exemple, dans la province du Hunan, dans la province du Guangdong, depuis 2013. Alors on a également pas mal de problèmes de calcification des terres dans le grenier à blé qui est dans le nord-est de la Chine, à cause de l'utilisation bien sûr massive d'engrais et de pesticides qui inquiètent les scientifiques avec la diminution effectivement des terres les plus fertiles. En ce qui concerne la désertification, c'est un phénomène qui progresse déjà depuis assez longtemps. La Chine était déjà très largement désertifiée en 1949, mais cette désertification a progressé, elle se stabilise aujourd'hui, heureusement, mais il y a tout de même, ces dernières années, près de 24 000 villages qui ont dû être abandonnés à cause de la désertification, et on estime que malgré des plantations massives dans un certain nombre de provinces qui sont dans le nord-ouest de la Chine,
à peu près 100 millions de personnes ruraux, principalement, vont être affectées d'ici 30 ans par ces phénomènes de désertification. Je terminerai enfin par la gestion des déchets. On a à peu près 2,5 milliards de tonnes de déchets. La France, c'est à peu près 315 millions. Une progression de 20% par an, ce sont les déchets industriels qui progressent extrêmement rapidement, notamment avec la progression de la construction. En ce qui concerne les déchets ménagers, on a à peu près 180 millions de tonnes de déchets ménagers, c'est 30 millions en France. Il y a à peu près 50 millions de déchets, de tonnes de déchets sauvages qui sont dans les zones rurales. Alors il y a à peu près 70 millions qui sont traités dans des incinérateurs de toute nouvelle génération, qui sont d'ailleurs importés des pays industriels, mais il reste encore à peu près 110 millions de tonnes de déchets qui sont dans des décharges à ciel ouvert et qui polluent énormément. Donc j'en resterai là, puisqu'on m'a demandé d'en rester au bilan, mais simplement pour rappeler que même si on peut effectivement être heureusement optimiste sur un certain nombre de pollutions et de voir la capacité de la Chine à investir et à intervenir pour améliorer la situation, il ne faut pas oublier qu'il y a des données structurelles en Chine qui sont très fortes, hein, sur la démographie, encore une fois, sur l'utilisation du charbon, sur l'urbanisation, sur le changement de modèle économique et sur le régime politique, qui font qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui seront très lentes, voire même d'irréversibilité qui sont créées. Donc il faut s'attendre à ce que ces politiques publiques, qui sont plus agressives maintenant, prennent quand même beaucoup de temps avant de revenir et de pouvoir améliorer de manière sensible cette situation. Merci. Merci à vous. Merci Jean-François. Nous allons poursuivre avec nos deux économistes sur l'aspect justement des politiques publiques, des conséquences économiques, etc. Mais je voudrais d'abord peut-être rapidement donner la parole pour une première réaction à Valérie Mercier, notre chef d'entreprise qui est sur place, après ce tableau qui est quand même au moins préoccupant. Hein, tout va mal, quoi, quand même. Hein, c'est très sérieux et ça risque de continuer. Un mot sur vous, Valérie Mercier. Vous êtes ingénieur de formation, vous êtes diplômé de l'école management d'ici, de Lyon, vous avez fait l'INSEAD, et vous êtes le président d'IVEA, qui est justement une entreprise chimique. On a parlé de chimie tout à l'heure avec Jean-François. Vous produisez des polymères destinés à l'isolation électrique. IVEA est le numéro 2 mondial dans votre secteur, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. On produit des polymères qui vont sur les fils de cuivre qui servent à faire les moteurs, mais qui servent aussi à faire les générateurs des éoliennes. D'accord. Ça peut être une solution alternative. Donc je m'occupe de 3 usines, une située aux États-Unis, une en France et une en Chine, parce que le plus gros marché mondial est bien évidemment en Chine. Bon, vous m'avez effrayé avec le niveau de pollution des sols. Je pense que je vais partir la prochaine fois avec mes boîtes de sardines, parce que dès qu'on est en Chine, on s'imagine bien que ce qu'on mange est certainement pas toujours très sain. Alors je peux dire d'un côté que la Chine, c'est, j'ai vu 1000, comme vous parliez des particules fines, j'ai vu 1000 ppm de particules fines, quand je crois que la limite en Europe est de 25, pour vous donner un ordre de grandeur. La 380 et l'aéroport de Shanghai étaient fermés à cause de la pollution en particules fines. Mais j'ai vu aussi, il y a 20 ans, toutes les cheminées d'usines fumaient noir, et maintenant il n'y en a plus une qui fume noir. C'est-à-dire qu'il y a une évolution qui est remarquable. Le problème, c'est qu'en même temps, la densité de population est toujours présente, et comme je suis avec des économistes, j'ai prévu quelques chiffres. On est situé dans le Jiangsu, c'est-à-dire exactement entre Shanghai et Nankin. La province du Jiangsu, il y a 102 000 km², il y a soit à peu près un cinquième de la France, 80 millions d'habitants. Vous voyez le problème. Ce qui fait 800 habitants au kilomètre carré, grosso modo. Et la région de Paris, par exemple, c'est 1000 habitants au kilomètre carré. Sauf que c'est 5 fois Paris, 5 fois l'Île-de-France. Donc, tous les 100 km, vous avez une ville de 4 millions d'habitants. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand je me suis intéressé la première fois à racheter une usine en Chine, il n'y avait que le directeur qui avait une voiture. Maintenant, le membre du comité de direction ont tous une voiture. On en est au niveau N-2 ou N-3 qui ont des voitures. Donc toutes les usines ont des problèmes de parking, parce qu'on n'avait jamais prévu des parkings assez grands. Mais la croissance du nombre de véhicules vient largement obérer les progrès qu'ils nous demandent de faire en termes environnementaux.
Alors vous parliez de la demande de Blue Sky. C'est vraiment l'obsession du gouvernement chinois en ce moment. Et dès qu'il y a une manifestation, le G20 en Hangzhou, ou une manifestation à 200 ou 300 km, toutes les usines chimiques sont fermées. Toutes les usines sont fermées, pas pour 2-3 jours, mais pour 1 mois, voire 2 mois. Un mois avant le même. Alors ça ne veut pas dire qu'elle soit à zéro en termes de production, mais il y a quand même une pression assez incroyable. Et ils ne laissent pas ouvrir toutes les usines. C'est-à-dire que, et par exemple, nous, cette année, on fait une croissance en termes de volume de 30 à 40%. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente en termes de production et de demande client, parce que certains de nos concurrents ont fermé pour des raisons environnementales. Donc c'est plein de paradoxes, parce que d'un côté, ils ne s'en sortent pas, et puis de l'autre côté, ils font des efforts plus importants que ce qu'on a vu ailleurs. Et là-dessus, vous avez évoqué le problème des contre-pouvoirs, et je suis d'accord avec votre analyse européenne, comme quoi il n'y a pas de contre-pouvoir en Chine, mais le problème environnemental est pris au plus haut niveau comme étant un énorme risque, parce qu'ils ont peur que les Chinois descendent dans les rues, et sur ces problèmes environnementaux, ils posent des problèmes au système politique actuel. Donc c'est presque l'inverse. Ce n'est pas le contre-pouvoir qui va être créé et qui va faire pression, mais c'est le fait que ça pourrait donner des idées aux Chinois. Merci. On s'arrête là, je reviendrai vers vous après. Quand même, un mot sur cette histoire de contre-pouvoir de la société civile. Quand même, vous en avez parlé, Jean-François Vichet, ça existe, même si beaucoup de journalistes et d'avocats terminent en prison, mais il y a quand même une prise de conscience. On sent qu'il y a une jacquerie environnementale qui a succédé à la jacquerie paysanne. On voit aussi que les pouvoirs publics en sont conscients, puisque en termes de salubrité alimentaire, on voit qu'ils achètent à l'extérieur. Il faut savoir que 15% de la production de porc en France est destinée à la Chine. Les Chinois achètent des laiteries, les Chinois achètent un certain nombre d'activités. Donc c'était un peu la question qui était posée par un des participants à cette discussion. Comment les citoyens chinois vivent-ils cette pollution ? Est-ce qu'ils se débrouillent par eux-mêmes ou ils continuent, ils ont envie de croire aux promesses gouvernementales ? Un mot et ensuite Oui, tout à fait. Enfin, je n'ai pas eu le temps, bien sûr, dans le temps qui nous est imparti de développer toutes ces questions. Je partage votre avis. On a le sentiment que le Parti communiste veut effectivement... c'est valable pour l'environnement, mais c'est valable aussi pour d'autres questions qui sont relatives, par exemple, aux négociations collectives sur le travail ou sur les questions des droits de l'homme. On a l'impression que c'est le parti qui veut impulser effectivement ce type de changement. Ceci étant dit, on voit bien que de l'autre côté, on demande aux autorités locales qui ont la main dans le cambouis de maintenir aussi une stabilité sociale en matière de chômage, et on voit bien que tout ça est un peu contradictoire, parce que d'un côté, on leur demande de faire des efforts sur l'environnement, mais d'un autre côté, on demande aux cadres au niveau local de continuer à faire tourner une machine économique avec une économie politique locale que je ne vais pas décrire ici, mais qui incite au surinvestissement. Je rappelle quand même quelques chiffres. Il y a 4000 cimentiers en Chine, il y en avait 8000 il y a à peu près 15 ans, et ces 4000 cimentiers, ils sont quand même responsables pour pratiquement 3% des émissions de CO2 dans le monde. Vous pouvez multiplier. La Chine a, par exemple, utilisé entre 2011 et 2013, la première fois que j'ai vu cette statistique, j'ai regardé parce qu'elle m'a frappé, a utilisé plus de ciment que les États-Unis au XXe siècle. Donc c'est pour vous donner les chiffres, vous donne le tournis également sur ce... Et derrière ça, vous avez des modes de production, vous avez un mode d'industrialisation, et on ne revient pas comme ça du jour au lendemain sur ce type de choses. Alors, pour revenir à la société civile, forcément, il y a des jacqueries environnementales, vous l'avez dit, il y a une grande partie effectivement il y a même des choses très violentes en Chine sur des questions environnementales, mais on voit bien que effectivement il peut venir des choses du haut, mais si vous n'avez pas non plus des choses qui viennent du bas, et d'ailleurs la nouvelle loi sur l'environnement donne des pouvoirs à ce qu'on appelle les whistleblowers en anglais, c'est-à-dire les gens qui donnent le coup de sifflet pour avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en même temps, le pouvoir reprend d'un autre côté en interdisant aux gens, par exemple, de tweeter plus de 80 fois, ou si vous mettez des choses sur la toile, on vous arrête automatiquement. Donc, on est toujours dans cette question, dans quelque chose qui est très contradictoire sur ce qui se passe au niveau de la société civile et du rapport avec le pouvoir en matière d'environnement. Merci.
Juste un mot et ensuite on juste une petite anecdote. J'étais en Chine un jour où il y avait une terrible épidémie sur les porcs et donc il y avait beaucoup de porcs qui mouraient et ils les mettaient dans la rivière. Voilà. Donc les porcs flottaient dans la rivière et avec mon directeur qui est en Chine, qui habite Shanghai, je lui ai dit t'en as pas marre un peu de ce genre de truc? Il me dit mais on a beaucoup progressé parce qu'il y a 10 ans on les aurait mangés. Bon, on va rester sur ça. Et c'était pas une joke. Non, c'était pas une joke. Donc par rapport à ces problèmes, les Chinois sont assez patients. Et tant qu'il y a du progrès, je pense que, et c'est ce que veut faire le parti, c'est maîtriser et récupérer quelques jours de blue sky. Ouais, c'est pas un joke, il y en a une autre qui n'est pas un joke, c'est toute l'histoire du lait frelaté. Il y a des bébés qui sont morts, des nourrissons qui sont morts, et qui ont incité encore une fois les entreprises, les pouvoirs publics chinois à racheter des laiteries en France. On va poursuivre avec vous, Stéphanie Mongeon, parce qu'on a évoqué ce panorama, ces dégâts économiques monstrueux, c'est le coût de la pollution, et le coût actuel, mais surtout le coût futur sur lequel vous allez nous donner votre analyse. Je vous en prie, Stéphanie Mongeon. Attendez, j'ai oublié de vous présenter, excusez-moi. Vous êtes docteur en sciences éco, maître de conférence en sciences éco à Paris-Dauphine, vous êtes chercheuse associée au CEPI. Vous verrez qu'il y a plusieurs cycles que je vais développer. Le CEPI, c'est le Centre d'études et de prospective et d'information internationale. Vous avez été pendant 5 ans économiste senior à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement pour la maîtrise de l'énergie, où vous étiez plus particulièrement chargé des politiques climatiques. Vous avez travaillé aussi au CIRED, le Centre international pour la recherche sur l'environnement, là aussi sur les politiques climatiques et la compétitivité industrielle. Je vous en prie. Merci. Le futur, les évaluations pour le futur, il n'y en a pas encore beaucoup. Je vais un peu vous parler du passé et puis voir actuellement où on en est, comment ça a évolué. Je vais vous parler de ce qu'on appelle le coût de la pollution. Voilà. Alors, le coût de la pollution, c'est quelque chose qu'on peut évaluer et qu'on évalue dans tous les pays. Pour la Chine, la première grosse étude qui a été publiée, ça c'est important parce qu'il y avait eu quelques exercices faits au préalable qui n'avaient pas été publiés. Elle a été faite il y a 10 ans par la Banque mondiale et l'administration d'État en charge de la protection de l'environnement. J'essaie de mettre le micro à bonne distance, j'espère que c'est bon. Donc, il a essayé de donner une vision d'ensemble des problèmes environnementaux en Chine et de donner un chiffre, c'est-à-dire un coût de cette pollution. Donc ce rapport a été beaucoup diffusé, beaucoup lu, beaucoup discuté. Il a révélé la multiplicité des problèmes qui touchaient le pays et en partie leur ampleur. Au final, si on sommait tout, et je vais revenir sur ce tout, on arrivait grosso modo à une fourchette entre 3 et 6% du PIB. Donc le coût de la pollution, tous les impacts qui avaient été pris en compte, eh bien, on pouvait estimer que ça représentait à peu près 5% du PIB chinois. Bon, connaissant le PIB chinois, ça commence à être très important. À la fin de mon exposé, je reviendrai sur ce chiffre parce que c'est un chiffre qui repose sur beaucoup d'hypothèses faites et pas seulement par les économistes quand ils essaient de chiffrer. Donc je vous disais, le rapport a eu un écho important et surtout l'initiative a été largement saluée comme témoignant de la volonté des autorités de prendre à bras-le-corps le problème. C'était relativement 2005, déjà il y avait une certaine volonté des pouvoirs politiques, mais là ils acceptaient de mettre à disposition du public une information synthétique sur l'ensemble des problèmes. Alors, ceci dit, il y a eu un petit souci au moment de la publication de ce rapport, parce que l'agence en charge de la protection de l'environnement n'a pas voulu que soit publié le nombre de morts prématurées. Donc je reviendrai, ce qu'on appelle les impacts sanitaires, dans le rapport de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'agitation sociale. Mais alors les chiffres ont bien sûr fuité parce que le travail a été fait par des chercheurs, notamment avec la Banque mondiale. Donc ce qui a été pris en compte dans ce rapport, c'est à peu près 750 000
morts prématurées, je vérifie que je ne dise pas de bêtises, et à peu près avec quand même une grande part de ces morts liées à la pollution de l'air. Ça cadrait finalement relativement bien avec les résultats qu'obtenait l'Organisation mondiale de la santé. Donc on était sur cet ordre de grandeur. Je le répéterai ce chiffre parce que je vais revenir à la fin pour voir où on en est aujourd'hui, sachant que ce chiffre a été établi avec des résultats en épidémiologie qui avaient établi pour les pays développés. Or ça, c'est un point qui reste vraiment très important parce que les experts considèrent, et notamment les experts chinois considèrent qu'en Chine, les résultats sont bien supérieurs à ce qu'on connaît dans les pays développés, du fait de la gravité des problèmes, de la densité des fils, du fait aussi peut-être que la population se protège moins bien, n'a pas forcément... Alors, maintenant, pour la pollution de l'air, peut-être qu'ils ont de meilleurs réflexes que les nôtres, mais à l'époque, ça n'était pas forcément le cas. Donc, on pense que ce chiffre est sous-évalué. Alors, le rapport a néanmoins eu le grand mérite d'ouvrir ce dossier, qui restait encore trop confidentiel, et de mettre sur la table des chiffres qui pouvaient être discutés. Depuis, on a régulièrement des rapports qui sont publiés, beaucoup sur la pollution de l'air. Même si la pollution de l'eau reste très préoccupante, il y a beaucoup de choses qui ont été faites récemment sur la pollution de l'air plutôt. Voilà. Et avant de vous donc proposer quelques-uns des chiffres de ces rapports, que ce soit en termes donc, de nombre sur les impacts sanitaires ou sur l'évaluation globale de ce coût de la pollution, des problèmes environnementaux, j'aimerais vous proposer, m'arrêter un peu sur les méthodes utilisées en sciences économiques pour passer d'impact physique, donc de la pollution, et qui va diminuer par exemple des rendements agricoles, ou qui va faire que la visibilité fait que toutes les activités sont stoppées, etc. Donc comment on passe d'impact physique à un chiffrage qu'on va appeler les dommages. Quand on parle de dommages en économie, c'est qu'on a fait une évaluation monétaire. Alors ensuite, en général, on rapporte ça à quelque chose, à un ordre de grandeur pour se rendre compte de ce que signifie ce chiffre final qu'on a obtenu. Et là, je disais, au début de ma présentation, donc on était autour de 5-6% du PIB. Donc souvent, on rapporte ça au PIB. Donc sur la méthode, donc vous voyez, M. Huchet vous a présenté très rapidement l'état de l'environnement en Chine. Alors on voit, c'est très impressionnant, il y a beaucoup de phénomènes qui sont pris en compte. Donc quand on fait ce genre d'exercice, il va falloir tout prendre en compte et mettre un chiffre sur tout. Et donc il va falloir aussi décrire ce que ça implique, ce que fait la pollution de l'air sur ce qu'on appelle les impacts sanitaires. Donc les impacts sanitaires, c'est la morbidité, donc les gens tombent malades, la mortalité précoce. Donc, et sachant que les impacts sanitaires sont, dans ce genre d'exercice, la plus grosse part du coût. Donc impact sanitaire, et puis tous les impacts non sanitaires, et il y en a légion. Donc pour les impacts non sanitaires, par exemple sur la sécurité alimentaire, perte de récolte, du fait par exemple des pluies acides, la pénurie en eau, ou que la pollution de l'eau, la pollution des sols aussi bien sûr, perte dans le secteur de la pêche, dans le secteur de la forêt, de la déforestation, on a aussi la perte de biodiversité, donc comment on évalue ça? Sur les bâtiments, donc les bâtiments, par exemple les pluies acides attaquent les bâtiments, donc à Paris, je sais pas si... on nettoie et puis il y a des fois des pierres qui tombent, on met des filets, donc on doit remplacer tout ça, c'est un coût. Sur la visibilité, donc là les activités cessent, mais ça peut être aussi sur les loisirs. Là il ne s'agit absolument pas de se baigner dans les cours d'eau en Chine, vous l'aurez compris. Nous on a une utilisation de certains lieux, de nature, pseudo-naturel, à titre récréatif, et ça aussi, le fait de perdre, de ne plus pouvoir sortir pour profiter d'un parc, et bien ça, en économie, on cherche à donner une valeur. Avant de continuer, juste, j'aimerais faire une petite parenthèse pour bien souligner que là, on parle surtout de pollution. Quand on parle de pollution de l'air, on parle de pollution locale ou transfrontalière, surtout locale d'ailleurs. On ne parle pas de gaz à effet de serre. Donc gaz à effet de serre, ce sont les gaz qui expliquent les changements climatiques qu'on observe.
Donc, dans les exercices là que j'ai cités, on ne tenait pas encore compte de ça, parce que c'est extrêmement compliqué. Et en tout cas, en matière de changement climatique, les impacts sanitaires ne sont pas des impacts directs, au sens où le CO2 ne va pas faire qu'une personne a une détresse respiratoire. Donc on a des effets très différents. Les changements climatiques vont conduire à des impacts sanitaires, mais de façon très indirecte. Donc sachez que là, on ne prend pas en compte en général dans ces exercices du coût des changements climatiques. Ou alors c'est quelque chose qui est fait de façon dont il faudrait sommer, il faudrait rajouter. Alors comment on passe d'une caractérisation physique à une perte en valeur? Alors, pour les récoltes, bon, l'intuition est assez simple, sans que l'exercice soit simple. On évalue les pertes de rendement ou de différentes récoltes, on utilise un prix, il faut l'évaluer, donc quel prix, et puis on va pouvoir multiplier ce qu'on a perdu en termes de production agricole avec ce prix. Ça, on peut voir. Donc, il faut le faire pour toutes les récoltes, pour toutes les régions en Chine. Ça a été fait par exemple dans le rapport de la Banque mondiale. Pour les pertes de visibilité, c'est moins évident. Donc, comment on chiffre un jour de non-activité, sachant que la non-activité, donc c'est l'aéroport, donc il y a des répercussions dans tous les secteurs, dans toutes les activités du pays, des secteurs. Ça peut être le fait de, voilà, vous ne pouvez pas aller à votre travail, les usines ne peuvent pas ouvrir. Enfin, donc là, l'exercice, tout en restant peut-être imaginable, devient quand même très compliqué. Et pourtant, c'est l'idée d'essayer de donner un chiffre à ça. Pour les loisirs, alors, la difficulté vient de d'une absence de marché, parce qu'aller se profiter d'un plan d'eau, par exemple, nous on le fait en France, on ne paye pas forcément, on ne peut pas associer un prix. Donc comment donner une valeur à ça? Alors que si on n'a plus accès à ce loisir, eh bien oui, il y a quelque chose qui est perdu. Donc on a des méthodes en économie qui sont pas parfaites, mais qui existent et puis qui s'améliorent progressivement pour faire tout ça, pour essayer de chiffrer de façon à l'intégrer dans une réflexion politique un peu macroéconomique, où à un moment on va décider de l'intensité de l'effort qu'on va fournir pour réduire telle ou telle pollution. Parce que tout l'objectif de l'exercice, c'est quand on réfléchit à une politique de réduction de la pollution, on va dire, ben voilà, il y a cette technologie à implémenter, ou alors il faut faire cette substitution, il faut faire ça. Donc on va donner un coût de cette politique. Et en face, ce qu'on veut faire, c'est mettre aussi un chiffre qui correspond aux bénéfices attendus de cette politique. Donc les bénéfices liés aux impacts non sanitaires, je viens d'en citer quelques-uns très rapidement, et puis surtout les impacts sanitaires. Et alors là, quand on arrive aux impacts sanitaires, c'est encore plus compliqué. Donc, quelqu'un qui est malade, il ne va pas à son travail, donc il y a une perte de productivité, effectivement, puis la personne est malade, ça a un coût en termes de santé, puis aussi de bien-être. Donc, encore, on tient compte de l'ensemble de ces phénomènes, en tout cas on essaye de le faire. Et concernant la mortalité, les morts prématurées, on peut donner un chiffrage, et comment on fait? Donc, il y a eu d'ailleurs une séance ce matin ou hier sur ce thème, c'est la valeur statistique de la vie, donc à quoi ça sert, comment on l'utilise dans ce genre d'exercice. Et on voit que c'est vraiment important, surtout que quand on voit l'ampleur des chiffres, in fine, quand on a essayé d'intégrer tous ces impacts, eh bien, les chiffres deviennent un peu vertigineux. Donc je vais en revenir un petit peu à ces chiffres. Et alors bien sûr, cette valeur de la vie statistique, c'est un choix souvent politique. C'est pas quelque chose, c'est une hypothèse cruciale dans ce genre d'exercice, et ce sont les autorités publiques qui disent le chiffre à utiliser, sinon on pourrait manipuler. Donc aux États-Unis, par exemple, sous l'administration Obama, je crois, la première, il y a eu un changement de la valeur de la vie statistique qui est passé à près de 6 millions à 9 millions, plus de 9 millions de dollars. Donc, une mort prématurée, on envisage une politique, on envisage un investissement. Eh bien, si on a les études épidémiologiques nous permettent de montrer qu'on éviterait de la mortalité précoce, un mort évité, voilà, on passe de 6 millions à 9 millions. Donc, quand on commence à en avoir quelques millions, eh bien, quelques milliers, quelques millions, ça fait une grande différence.
Donc, aussi une petite parenthèse que je fais, et ça c'est, voilà, moi je suis économiste de l'environnement, et ce que je trouve passionnant dans cette discipline, c'est que vous constatez, pour produire toutes ces connaissances, ce pas les économistes qui vont le faire. Donc ce type d'exercice nécessite la production de connaissances et de mobiliser des disciplines très différentes, les agronomes, les hydrologues, les épidémiologistes. Donc tout ça est assez passionnant. Donc on interagit avec beaucoup de disciplines différentes et c'est tout à fait intéressant. Et il faut coordonner, réussir à que toutes ces disciplines travaillent ensemble pour une finalité un peu commune. Donc voilà, je vous laisse signaler parce que je trouve ça toujours assez intéressant. On n'en a pas forcément conscience. Enfin, je ne sais pas si vous le saviez. Alors, à la fin, on a un exercice donc, qui nous permet d'avoir un chiffrage qui est bien sûr imparfait, mais qui a le mérite de mettre sur la table des chiffres et des hypothèses qui peuvent ensuite être discutées et révisées. Donc on commence à pouvoir rentrer précisément dans les problèmes. Donc citons maintenant quelques chiffres pour vous donner une idée des ordres de grandeur. Donc on trouve finalement pas mal d'évaluations récemment sur les impacts sanitaires, notamment en termes de pollution, de qualité de l'air. Donc rappelez-vous, 750 000 morts prématurées. Monsieur Chez a cité ce chiffre, et Monsieur Marty aussi. Donc plusieurs rapports ont confirmé, en fait on sont arrivés à peu près sur un même ordre de grandeur. Maintenant, uniquement pour la pollution de l'air, on est à 1,2 million par an de morts prématurées en Chine. Les 750 000 qui étaient donc établis il y a 10 ans, c'était pour l'air, l'eau, les sols. Donc c'était beaucoup plus large. Donc aujourd'hui, très récemment, c'est surtout sur la qualité de l'air, et donc on est à 1,2 million de morts prématurées. Donc on voit que les chiffres ont largement progressé. C'est conforme aussi avec le tableau qu'on vous a adressé succinctement. Donc on est à peu près à, un magazine disait, 3000 morts prématurées par jour. Ce qui en fait est à peu près similaire à ce qu'on a connu dans les années 50, 52 je crois, au moment du smog londonien. Donc il y a eu vraiment un épisode extrêmement meurtrier à Londres qui a incité les pouvoirs publics à réagir de façon extrêmement vigoureuse, mais ça s'est produit uniquement quelques jours. Donc on avait les 3000 morts par jour, mais sur quelques jours. Là, la Chine connaît ça en régime de croisière. Pour les chiffres sur l'exercice global, donc je vous avais cité le 5-6% sur le rapport Banque mondiale en 2005. En 2009, il y a eu l'Académie des sciences en Chine qui a fait un exercice à peu près similaire, même peut-être couvrant plus largement les problèmes environnementaux. Et le chiffre qui a été produit est de 13,5% du PIB. Et ça, c'était pour 2005. Donc ils l'ont fait en 2009 pour 2005. C'est encore plus important. On n'est plus du double. Excusez-moi, je voudrais qu'on comprenne bien. Ça a été établi sur la base 2009 pour 2005, les deux. Oui, non. Le Banque mondiale 2007, oui, c'était sur avant 2005. On était plus sur des chiffres années 90, début 2000. Académie des sciences, publication en 2009. On travaille bien sûr sur des chiffres passés. Donc pour l'année 2005, ils ont produit, voilà, ils ont fait une évaluation. Alors, c'est un tout petit chiffre derrière, vous imaginez qu'il y a un rapport, des hypothèses, mais 13,5 c'est juste considérable. Plus récemment, la Banque pour la reconstruction et le développement international et la Banque mondiale, oui, ont sorti des chiffres en perte de productivité. Bon, là c'est plus difficile à voir, mais pour l'ensemble des pays du monde. Et ça, au niveau de la Chine, par exemple, on est sur du fait de la pollution de l'air, de l'eau, pollution chimique, métaux lourds, perte de productivité entre 15 et 18% du PIB. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là sur les chiffres. Bon, si je vous lance des chiffres comme ça, j'espère que ça a un petit sens comme pour vous. J'ai essayé de vous expliquer un petit peu comment ils étaient établis. Bien sûr, il faut aller lire. Il y a des choses qui sont tout à fait abordables, je pense. Moi, je trouve vraiment très, très intéressant. Et sachant que quand même les experts continuent à dire qu'on travaille certainement avec des chiffres qui restent assez conservateurs, c'est-à-dire peut-être un peu sous-estimés par rapport à la réalité aujourd'hui en Chine avec les 1000 ppm, c'est ça ?
qui sont des choses, on ne sait pas, on n'a aucun résultat sur ça. On n'a aucune observation un peu longue sur les impacts sanitaires quand on est à ces niveaux de pollution. On n'a pas connu ça chez nous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Un petit mot de Jean-François. Oui, juste pour compléter ça, en plus sur les choses inconnues, c'est que les scientifiques aussi travaillent sur la combinaison des polluants et regardent en fait qu'à des niveaux très élevés de polluants, ils se combinent et donnent des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. Et c'est des cocktails qui sont bien évidemment extrêmement nocifs et les scientifiques travaillent beaucoup en Chine en ce moment sur ces questions. Et on a peu de connaissances sur ça aussi. Oui, c'est un point important. Vous avez, c'est des chiffres assez qui interpellent, comme on dit. Vous avez en gros entre 6% et 10% du PIB, c'est le coût de cette pollution. Le PIB chinois est de environ 11 200 à 11 400 milliards de dollars, hein, pour situer un peu. Est-ce que, Stéphanie, bonjour, est-ce que là on a vu le coût de la pollution, etc. En même temps, les autorités chinoises réagissent et investissent, et notamment peu encore, mais dans des industries du futur. Si ma mémoire est bonne, les Chinois sont numéro 1 mondial dans les photovoltaïques, par exemple. Est-ce qu'on a une idée du montant que la Chine investit dans l'énergie verte, ou est-ce que c'est incalculable? On sait ça un peu? Non, je ne sais pas. Alors moi, je ne connais pas le chiffre global. Non, je ne sais pas. Mais aucun? Ah. Oui. Voilà, mais voilà qui va nous éclairer. Parce que certainement, on l'a. C'est intéressant. Mais la difficulté, c'est... Là aussi, comme pour un exercice du coût de la pollution, il faut aller voir tous les secteurs, enfin toutes les conséquences, tous les impacts, tous les secteurs. Ici, on peut regarder un chiffrage sur le développement de l'éolien, peut-être plus que le photovoltaïque, parce qu'ils font beaucoup de panneaux, mais surtout pour nous. Même s'il y a quand même du solaire, mais c'est tous les investissements de protection dans tous les secteurs, et ça, je ne sais pas si on a un exercice global sur l'ensemble des investissements qui ont été faits. En fait, ça représente à peu près 29% du total des investissements mondiaux en 2014. En matière de... Donc c'est avec à peu près 90 milliards de dollars en 2014. Sur quoi? En vrai, sur toutes les industries. D'accord. Alors il y a une question, excusez-moi, une question pour vous. Quels sont, puisque vous avez beaucoup parlé à juste titre du nombre de décès, quelles sont les populations, est-ce qu'on a une idée des populations les plus touchées par les morts prématurées? C'est dans les villes, non, quand même? Alors, pour l'eau, c'est plus dans les campagnes, en milieu rural. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de paysans chinois qui n'ont pas accès à une eau même filtrée, hein, qui boivent même le cours d'eau. Enfin, voilà, donc ça c'est assez édifiant. Quand on voit effectivement le taux de cancer lié à la sphère estomac, c'est vraiment très très impressionnant, et c'est surtout dans les campagnes. Pour la pollution de l'air, c'est plus dans les villes, et dans ce cas-là, c'est plus sur les populations sensibles à risque, donc enfants et personnes âgées. Après, il faudrait peut-être voir les résultats, mais ça, je ne les connais pas sur la... Alors, morbidité, c'est sur les maladies, pour voir si les cas d'asthme, aussi dans la population générale, hors enfants et hors... parce que je pense que là, c'est des maladies qui s'installent et qui se développent. Donc même si la personne, elle ne meurt pas, hein, mais est quand même fragilisée tout au long de sa vie. Donc va arriver à un âge un peu plus avancé, dans un état de santé qui sera largement dégradé parce que ayant subi des décennies de mauvaise santé. Merci beaucoup. On va poursuivre avec vous, Marie-Françoise Renard, sur un point très important, c'est les politiques publiques mises en place par les autorités chinoises pour essayer d'endiguer ces dégâts à l'environnement. En deux mots, vous êtes docteur en économie du développement à l'Université d'Auvergne, docteur en économie à Aix-Marseille. Vous êtes professeur de sciences éco à l'Université d'Auvergne et vous êtes responsable de l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine au CERDI. Le CERDI, c'est le Centre d'études et de recherche sur le développement international.
Vous avez travaillé auprès des conseillers à l'étranger et vous avez été à plusieurs reprises professeur invité dans une université chinoise, à Pékin bien sûr, mais également à Wuhan. Je ne sais pas, mais Wuhan, j'avoue. C'est le centre de la Chine, voilà. Je n'étais peut-être pas le seul, mais pas le savoir. Je vous en prie, madame. Merci. Alors, j'ai pris un peu au pied de la lettre le sujet qui m'avait été attribué sur la politique environnementale pour expliquer que, en fait, je pense que la politique environnementale, elle est plus politique qu'environnementale. Et alors, vous le savez, quand la Chine a entamé ses réformes, c'était une économie essentiellement rurale, à 90% rurale, et la question environnementale n'était pas la priorité, même s'il y avait déjà eu pas mal de dégâts environnementaux, puisque pendant la période précédente, l'accent avait été mis sur l'industrie lourde, donc qui était elle-même très polluante. Et la situation va se poursuivre avec une croissance polluante, et structurellement, je crois que cela a été dit déjà, l'activité économique en Chine est fondée sur des activités polluantes, qu'il s'agisse de la production ou de la consommation, et donc chaque fois qu'on fait de la croissance économique, on accentue les dégâts environnementaux. Alors, l'importance de ces dégâts environnementaux, et notamment en termes de santé, a conduit la population à réagir et à faire de plus en plus de pression sur le gouvernement. Et dans le même temps, pour d'autres raisons que je vais vous expliquer dans un instant, le gouvernement a petit à petit instauré des nouveaux choix politiques sous le terme de nouvelles normalités qui, pour faire simple, conduisent ou souhaitent conduire à une croissance qui soit plus une croissance qualitative que quantitative. Et de toute façon, comme on le sait, les taux de croissance très élevés de l'économie chinoise ont été dans une logique de rattrapage. C'est parce que la Chine était un pays sous-développé, très pauvre, qu'elle a pu avoir des taux de croissance très importants. Mais cette logique de rattrapage n'a qu'un temps, et donc on sait très bien, depuis longtemps, que de toute façon, la croissance, elle va ralentir. D'où l'idée qu'il faut lui substituer une croissance plus qualitative. Alors, la politique environnementale en Chine, elle repose sur un très grand nombre d'institutions. Je ne vais pas vous les décrire, j'en citerai quelques-unes tout à l'heure, par un grand nombre de projets, etc. Mais surtout, la définition et l'application de cette politique, elle est très liée à l'organisation hiérarchique de la Chine. Et notamment au système d'évaluation des cadres. Alors, je vais vous expliquer brièvement en quoi ça consiste. C'est au cœur de la politique environnementale et surtout de l'évolution de cette politique. Parce que depuis très longtemps, il y a des lois sur l'environnement. Or, le contrôle hiérarchique, la décision de la bureaucratie l'a toujours emporté sur la loi en cas de contradiction. Si l'objectif de la loi n'est pas le même que celui de l'objectif de la bureaucratie, c'est l'objectif de la bureaucratie qui va l'emporter. Et le changement fondamental tient au fait que le gouvernement va décider que les objectifs environnementaux deviennent partie intégrante du système d'évaluation des cadres. Et donc, ce système d'évaluation des cadres devient le cœur de la stratégie chinoise dans ce domaine. Alors, il faut savoir qu'en Chine, les gouverneurs des provinces sont nommés par le gouvernement central et que c'est également le gouvernement central qui va décider de leur promotion, de leurs récompenses, de leurs avantages ou au contraire de mesures de rétorsion. Or, ce système d'évaluation des cadres, jusqu'à une période récente, va être fondé sur leurs résultats en matière de croissance économique. L'objectif de la politique économique depuis Deng Xiaoping, ça va être de sortir une partie de la population de la grande pauvreté, donc d'améliorer les niveaux de vie et d'avoir de la croissance économique. Et donc, quand dans une même période, on a des lois qui visent à protéger des dégâts environnementaux et un objectif donné par le gouvernement de faire de la croissance à tout prix, eh bien c'est cet objectif qui va l'emporter parce que c'est l'intérêt du gouverneur de suivre l'objectif donné par le gouvernement central plus que de respecter des lois qui ne concordent pas à cet objectif. Et c'est pour ça que certains ont considéré que si on a le retard pris dans les politiques environnementales de la Chine tient à ce système d'évaluation des cadres. Et d'où l'idée que, en fait, la politique environnementale,
elle est utilisée à autre chose. Bien sûr, elle va servir l'environnement, et on a bien compris que c'était vraiment une nécessité, mais les objectifs environnementaux vont être utilisés pour d'autres objectifs qui ne relèvent pas seulement de préoccupations environnementales, à savoir maintenir la stabilité sociale et la légitimité de l'État. Alors, un État est légitime quand la population considère que les institutions qu'il a créées et les institutions qu'il maintient sont les plus appropriées. C'est dans ce cas-là qu'on peut parler de légitimité. Et donc, dans le passé, en Chine, les gouvernements ont fondé leur légitimité sur l'idéologie, sur le culte de la personne, avec Mao, alors peut-être que ça va revenir avec Xi Jinping, sur le nationalisme très important. Et depuis l'arrivée de Deng Xiaoping, cette légitimité, elle a été largement fondée sur le fait de pouvoir faire de la croissance économique et d'améliorer le niveau de vie de la population tout en maintenant la stabilité sociale. Alors on a rajouté récemment du soft power et puis aussi du populisme avec cette idée de société harmonieuse. Et donc l'objectif, c'est d'éviter une baisse de légitimité. Alors pourquoi est-ce qu'on a employé ce système? Pourquoi est-ce que ce système hiérarchique de récompense des cadres et d'évaluation des cadres fonctionne-t-il bien en Chine, et pourquoi ça fonctionne mieux que la loi? Alors, comme vous le savez, il y a une bureaucratie très ancienne en Chine, une tradition administrative très ancienne, et dans un État autoritaire, c'est un moyen de diffuser les objectifs définis par le gouvernement. La hiérarchie administrative n'a pas d'autre choix que d'obéir aux décisions du gouvernement, et ça permet dans le même temps d'évaluer la loyauté des gouverneurs en constatant si les gouverneurs appliquent plus ou moins bien la politique qui a été définie par l'État, tout en sachant que, contrairement à ce qui se passe dans une démocratie, ce système est en dehors de tout contrôle légal. Le gouvernement fait ce qu'il veut. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un grand nombre de lois qui avaient été édictées jusqu'en 2006, mais les gouverneurs ont sacrifié l'environnement et la croissance parce que c'était leur intérêt de servir les objectifs du gouvernement. À partir du moment où le gouvernement a changé un peu ses objectifs, eh bien, les gouverneurs vont les changer un peu. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'il y ait une évolution dans le rôle accordé à l'environnement? Il y a bien sûr l'importance des dégâts environnementaux et la pression de la population. Même si on est dans une dictature, il y a toujours un risque de déstabilisation. C'est pour ça que l'État chinois contrôle autant la population, et on peut dire que depuis quelques mois, il la contrôle de plus en plus. Et il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que quand les pays ont atteint le stade de pays à revenus intermédiaires, ce qui est le cas de la Chine, ils courent le risque de tomber dans ce que l'on appelle la trappe des pays à revenus intermédiaires. Et c'est le cas de la plupart des pays en développement. Ils accèdent à des stades de pays à revenus intermédiaires, mais ils n'arrivent pas à sortir du sous-développement et à devenir des économies développées. Et le risque pour la Chine, notamment, c'est ce risque-là. Et pour éviter de tomber dans cette trappe des pays à revenus intermédiaires, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs enjeux, mais notamment celui de l'innovation, de la montée en gamme, et tout le monde sait que c'est une des grandes préoccupations de la Chine actuellement. Or, le développement de tout ce qu'on appelle l'économie verte est un moyen pour la Chine de monter en gamme. C'est très difficile dans des secteurs traditionnels de rattraper des pays qui ont de l'avance, mais par contre, dans des nouveaux secteurs, comme tout ce qui concerne l'économie verte, la Chine peut espérer avoir des technologies qui sont relativement avancées. Et donc, elle a fait énormément d'efforts pour soutenir les investissements qui sont dans la recherche concernant tout ce domaine de l'économie verte. Alors, elle a commencé à le faire, donc pour ces raisons-là, à partir du 11e plan, qui commence en 2006, et malheureusement pour la Chine, donc il va de 2006 à 2010, malheureusement pour la Chine, il va y avoir la crise financière de 2007, et pour éviter d'avoir un ralentissement de sa croissance, eh bien, le gouvernement chinois va faire un énorme plan de stimulation en incitant les gouvernements locaux, qui vont d'ailleurs largement le financer, en incitant les gouvernements à investir et essentiellement à investir dans l'infrastructure.
dans les infrastructures. Donc, à partir de là, il y a de très forts investissements dans les infrastructures qui sont évidemment contraires à l'objectif de politique environnementale, puisqu'on va avoir des dégâts environnementaux qui vont être très importants à la suite de ces investissements. Mais, encore une fois, la priorité va être donnée à la croissance. Alors, les choses vont s'améliorer à partir du 12e plan, puisque ces plans, comme ce système de hiérarchique administrative, permet au gouvernement de dire quels sont ses objectifs et d'essayer de les faire respecter par le contrôle. Et donc, le 12e plan va miser sur l'innovation technologique, les voitures propres, les biotechnologies, les produits de haute technologie, etc. La Chine a beaucoup développé ses marchés en matière d'énergie photovoltaïque, de panneaux solaires, etc. Bon, tout ça étant... les éoliennes sont aussi consommatrices d'énergie, hein, ce ne sont pas des miracles comme on veut bien parfois le faire croire. Mais donc, à partir du moment où on a à peu près réglé ces conséquences de la crise de 2007, on va revenir à des préoccupations environnementales. Donc, la question de la protection de l'environnement a été laissée de côté jusqu'à ce qu'elle devienne impérative pour la stabilité sociale et pour la stabilité du gouvernement. Non pas qu'il y ait une opposition qui remette en cause le gouvernement, parce qu'en Chine, ça ne se passe pas comme ça. Mais, encore une fois, les deux grands points auxquels va être sensible le gouvernement, c'est cette question de pression de la population et puis cette nécessité d'investir dans les nouvelles énergies. Alors, il y a une amélioration certaine dans l'efficacité de l'utilisation des ressources, dans la lutte contre la pollution, et cette amélioration, elle tient très largement au rôle des gouverneurs et au rôle des maires. Il y a des études qui ont été faites sur l'application des politiques, et le rôle des maires a été extrêmement important. Et puis, à partir du 13e plan, qui couvre la période 2016-2020, les objectifs sont très ambitieux, on en a beaucoup parlé puisque le gouvernement chinois a beaucoup annoncé dans les grandes conférences internationales les objectifs qu'elle se fixait. Et puis il y a eu une nouvelle loi sur l'environnement qui a été promulguée le 1er janvier 2015, dont on peut penser qu'elle aura plus de poids que les précédentes puisqu'elle est en accord avec les objectifs du gouvernement. Alors, le principal moyen que va avoir le gouvernement pour mettre en place ces politiques environnementales, c'est de l'inclure dans ce système d'évaluation des cadres et de soutenir les investissements qui se font en matière de nouvelles technologies de l'environnement pour améliorer l'efficacité de lutte contre la pollution, pour améliorer les progrès qui peuvent être faits en matière d'économie verte. Bon, c'est une expression pas très heureuse, mais bon, c'est ce qu'on dit en général. Le problème, c'est que la mise en place de cette politique environnementale se heurte à un certain nombre d'obstacles qui sont les faiblesses de l'organisation chinoise. D'abord, le manque de coordination entre les provinces. On l'avait déjà observé quand il y a des catastrophes naturelles, il y a une mauvaise coordination entre les provinces. Or, une politique environnementale, elle peut évidemment pas être seulement localisée. Elle prend place, elle se met en place au niveau local, mais elle ne doit pas être seulement localisée. Et elle a beaucoup d'effets, de ce que les économistes appellent les effets de spillover. Et on sait très bien, là aussi, il y a des études qui ont été faites là-dessus, que la pollution à Pékin ou à Hong Kong vient des provinces voisines qui ont aussi un impact qui se diffuse dans l'espace. Alors ça, c'est la première chose, le manque de coordination entre les provinces. Deuxième raison, qui est une des raisons les plus importantes, c'est la fragmentation de la gouvernance. Il y a un grand nombre d'institutions en Chine qui s'occupent de gouvernance et il y a une mauvaise organisation de la coordination de ces institutions. On pourrait dire la même chose au niveau bancaire. Hein. Il n'y a pas qu'au niveau environnemental que c'est un problème, mais c'est vrai au niveau environnemental. Il y a le ministère de la protection de l'environnement, il y a la très forte, très puissante Commission nationale pour les réformes, mais l'environnement, il va aussi dépendre du ministère des Finances, il dépend de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture, il dépend du ministère des Ressources naturelles, du ministère des Transports,
du ministère de la Science et de la Technologie, de l'administration des océans, etc., de l'administration des forêts, etc., etc. Il y a un très grand nombre d'institutions qui ont en charge la politique environnementale. Et ces institutions, elles ont une mauvaise coordination, donc il y a une fragmentation forte de l'application de ces politiques. D'autre part, quand une loi est passée dans un domaine, elle va se heurter à des lois passées dans d'autres domaines et qui peuvent proposer des mesures qui sont tout à fait contradictoires. Et puis, elle se heurte aussi aux intérêts locaux. Parce que on a bien compris que la politique, elle est mise en place aux différents niveaux de la hiérarchie, chaque niveau de la hiérarchie devant rendre des comptes au niveau supérieur. Et il existe ce qu'on appelle les bureaux locaux de protection environnementale qui sont chargés de la mise en œuvre des politiques au niveau local. Et ces bureaux, ils dépendent des autorités politiques locales, de leur localité, par exemple du maire, mais ils vont dépendre aussi du même bureau de protection environnementale du niveau hiérarchique supérieur. Donc, il y a une sorte d'imbrication de toutes ces institutions qui correspond plus à une fragmentation qu'à une coordination. Donc, la politique, même en admettant que la politique soit clairement définie, son application va souffrir de la fragmentation de cette organisation. Et puis ensuite, il y a toujours au niveau local les risques de collusion avec des entreprises de la part des gouvernements locaux et l'existence de conflits d'intérêts. Par exemple, on a édicté des normes en matière de construction de bâtiments, mais ça coûte extrêmement cher. Et donc, il y a des collectivités locales dans lesquelles on n'a absolument pas les moyens d'aider les entreprises à faire cette reconversion. Donc, ce problème de coordination, mais aussi de conflit d'intérêts, est très important dans la mise en place de ces mesures environnementales. Et donc, pour terminer, pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, je pense que la difficulté de mise en place de la politique environnementale, c'est qu'elle se heurte à la multiplicité des objectifs. Et qu'à un moment donné et à un niveau de la hiérarchie, il faut faire une politique de lutte contre les dégâts environnementaux, mais il faut maintenir la croissance, il faut protéger les emplois, il faut maintenir le marché immobilier parce que les gouvernements locaux ont emprunté en prenant comme collatéraux des terres. Et donc, tous ces objectifs ne sont pas forcément cohérents entre eux. Et donc, en dernier ressort, il va falloir faire un choix. Et ce n'est pas forcément le choix de protection de l'environnement qui sera fait dans un contexte où les citoyens n'ont pas le droit de s'opposer au gouvernement, et donc où la parole est extrêmement contrainte. Et donc, même si dans ce domaine, il y a eu de plus en plus de manifestations, de mécontentements, etc., la manifestation de ces mécontentements est très vite cadrée par l'État. Merci beaucoup. On va rester 2 minutes sur ce que vous avez dit à la fin, c'est-à-dire que clairement, il n'y a pas de choix de protection de l'environnement. En vous écoutant les uns les autres, on est en droit de se poser cette question. Est-ce que la Chine, au regard de tous les défis qu'on a évoqués, environnementaux, mais de toute nature, a les moyens d'y faire face? Éclairage. Le taux de croissance de la Chine, je parle sous votre contrôle, il est de 6 à 7%. C'est ça. 6 à 7%, on était à 12, 13, 14% il y a quelques années. C'est un phénomène assez classique. Tout pays qui est une économie mature a des taux de croissance moindres. Pour autant, il faut faire face. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? On voit qu'il y a une sorte de diplomatie économique tous azimuts. C'est l'histoire des nouvelles routes de la soie, c'est l'histoire, et Madame Renard, vous avez travaillé sur le sujet, la Chine-Afrique, c'est-à-dire aller chercher des compléments ailleurs, des terres, des ressources. La Chine importe beaucoup d'aliments, est obligée de produire sa population. Or, une population qui ne progressera pas beaucoup. D'ici 2050, on va passer de 1,3 milliard, oui c'est ça, 1,3 milliard, 1,4 milliard, pas plus. Les Indiens passent de 1,2 milliard à 1,7 milliard. Oui. Avec une population jeune. On n'a pas évoqué le problème du vieillissement en Chine. Oui. C'est le résultat de la politique de l'enfant unique, qui a permis d'économiser en gros, même si le terme est horrible, 400 millions d'enfants. Même la politique, avant la politique d'enfant unique, il y avait déjà eu une politique démographique très restrictive. Bon, ça veut dire ça, population vieillissante, industrie mature, enjeux économiques et environnementaux forts. On peut faire face à ça pour la deuxième puissance économique mondiale? Alors, il faut espérer, pour la Chine, on peut penser qu'elle va faire face à ça.
notamment parce que le gouvernement a les moyens d'avoir des politiques qui sont autoritaires. Et c'est aussi l'objectif de la route de la soie à laquelle vous avez fait allusion, parce que la politique internationale de la Chine, elle a comme rôle de servir sa politique intérieure, sa politique nationale. Et donc, la route de la soie, elle doit permettre à la Chine d'écouler ses capacités excédentaires, elle doit lui permettre de faire des investissements de la part d'entreprises qui ont des difficultés, qui manquent de débouchés en Chine, etc. etc. Donc cette stratégie à l'international, elle a pour but aussi de pallier un peu les difficultés internes, parce que vous avez rappelé que la population elle est vieillissante, donc il y a une charge de la population qui est de plus en plus importante, mais aussi on pourrait dire que le surplus de main-d'œuvre qui a été très important a quasiment disparu, et que maintenant il y a une hausse très importante des salaires qui fait que la Chine a perdu la compétitivité qu'elle avait sur les produits à bas coût de main-d'œuvre. Elle est en train de modifier sa compétitivité, et donc elle doit monter en gamme dans les produits, d'où l'idée qu'elle doit innover. Alors ce qu'on peut espérer, c'est que comme dans le domaine de l'environnement, des énergies nouvelles, etc., on a beaucoup besoin de nouvelles technologies et d'innovation, cela sert les intérêts de la Chine, qui justement investit beaucoup en matière d'innovation. Mais elle a beaucoup de défis à relever, j'aime pas beaucoup ce terme comme galvaude, mais elle a beaucoup de défis à relever, et surtout, certains sont contradictoires, et ce qu'on peut craindre, c'est qu'à un moment donné, si, notamment au niveau d'une province, il y a une difficulté sur le maintien du taux de croissance, sur le maintien d'un taux d'emploi à peu près stable. Les chiffres du chômage sont très mauvais en Chine, on ne connaît pas les taux de chômage, mais si on a vraiment une pression sur le chômage, on peut craindre que s'il faut choisir entre la pollution et le chômage, on choisira de faire moins de chômage, quitte à avoir plus de pollution. Moi, Jean-François, et Valérie aussi. Oui, je vais dans le sens de ce que vient de dire Marie-Françoise. On a vu en 2014, à un moment, des changements assez intéressants sur la consommation de charbon. On s'est dit, ça y est, la Chine a atteint un pic. Et puis, le 19e congrès était au bout du tunnel, et on a fait un plan de relance qui était en fait un plan de relance tout à fait traditionnel, qui était encore une fois fondé sur la relance des investissements dans les infrastructures. Donc du coup, on a relancé l'industrie lourde, tout ce qui était industrie de la construction, qui à un certain moment donné, en 2011, représentait près de 30% de l'activité économique de la Chine. Et puis le deuxième aspect, c'est aussi que la Chine cherche à recycler un certain nombre de ses excédents d'investissement à l'extérieur, et notamment dans cette nouvelle route de la soie, où on a aujourd'hui des constructions, par exemple, de centrales à charbon qui se multiplient. Alors même si elles sont beaucoup moins polluantes que ce qu'on trouvait il y a une dizaine d'années, il n'en reste pas moins, ce sont des centrales à charbon qui sont construites dans des pays aujourd'hui, et la Chine les construit très vite. Oui, Valérie, merci. C'est intéressant de savoir comment pratiquement vous analysez, vous vivez ces enjeux. Oui. Par rapport à ce que vous évoquez là sur... Dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Dans le micro, oui. Par rapport à ce que vous évoquez sur le suivi des entreprises, il y a vraiment un changement depuis 3-4 ans. C'est-à-dire que maintenant, pour obtenir des permis d'augmentation de capacité, c'est impossible. Donc l'application locale, le changement local, il a eu lieu. C'est très très surveillé. On a plus de visites de surveillance en Chine qu'en France, par rapport à nos émissions, etc. Vous allez me dire, il y a quelques années, ce que vous avez gentiment dit par collusion, qu'on pouvait peut-être même dire par corruption, mais ça a été nettoyé. Xi Jinping a fait un boulot énorme, et là-dessus, il n'y a plus de... Alors, c'est peut-être beaucoup dire, mais il n'y a plus de possibilités. Ce que je crois, c'est qu'il faut bien voir l'aspect culturel, parce que nous, ça fait 20 ou 30 ans qu'on s'intéresse à l'environnement. En Chine, vous avez, j'ai envie de dire, 3 types de populations. Vous avez une population qui sont pauvres des paysans, et ils n'ont qu'une seule envie, c'est accéder à un niveau de vie plus riche, même si ça doit avoir des conséquences. Et quand vous évoquiez les chiffres de PIB, ils ont une telle croissance du PIB qu'ils se disent, bon, ça coûte, mais... Je vais prendre un autre exemple, c'est le nombre de morts en voiture. C'est 260 000 morts par an en voiture en Chine. Ils n'ont pas arrêté d'avoir des voitures. Vous voyez, le coût d'une vie, le coût environnemental, tout ça, pour eux, c'est un prix à payer de la croissance. Après, vous avez les gens de niveau moyen qui sont, je ne sais pas, 400 ou 500 millions maintenant en Chine.
qui eux supportent encore cet effet-là, et puis vous avez les gens des grandes villes qui eux ne le supportent plus parce qu'ils ont atteint un niveau de vie type européen, et ils ont peur pour leurs enfants, et c'est pour ça qu'ils importent le lait, etc. etc. Donc il y a vraiment des mentalités radicalement différentes vis-à-vis de ce problème. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que ce pays fait énormément. Par exemple, les véhicules dans les grandes villes, vous n'avez pas le choix que d'acheter un véhicule électrique, ou alors, si vous achetez un véhicule normal, vous ne pouvez pas le mettre sur la route, sauf si vous achetez une plaque d'immatriculation qui coûte 10 000 €, et vous devez attendre 7 ans pour l'avoir. Donc là, ça rejoint bien ce que vous évoquiez, de dire on veut basculer dans la technologie de demain directement. Le problème, c'est qu'en tant qu'ingénieur, je vais vous dire qu'il n'y a pas la solution aujourd'hui. Il n'y a pas la solution, parce que même si on met la Chine et toutes les usines chinoises aux normes européennes, l'usine que je dirige en Chine, j'estime globalement qu'elle a 4 ans de retard technologiquement par rapport à l'usine française. 4 ans. S'il n'y a pas un Américain dans la salle, je vais vous dire que l'usine américaine, elle a 15 ans de retard. Donc il n'y a pas un très très gros retard. Par contre, la grande difficulté, c'est que les Chinois sont peu innovateurs. Et ils sont peu innovateurs, je pense que vous le savez bien autour de la table, ils sont peu innovateurs parce que le système éducatif chinois est un système qui préfère les têtes bien pleines aux têtes bien faites. On peut le comprendre politiquement, pourquoi. Donc le problème, pour moi, parce qu'on a beaucoup évoqué qu'ils ne faisaient pas assez, etc., etc., pour moi, ils font énormément, et techniquement, je ne vois pas comment, dans le système actuel, technologique, ils pourraient faire mieux. Vous pouvez dire un mot? Oui, juste un mot là-dessus, parce que c'est vrai que la lutte contre la corruption, elle a été d'autant plus efficace qu'elle a permis à Xi Jinping d'écarter ses opposants. Donc elle a effectivement été très efficace et tout à fait réelle. Mais d'abord, je suis d'accord avec le fait que la Chine fait beaucoup. J'ai souligné les contradictions qu'il y avait, parce que comme c'est une économie qui est extrêmement polluante, eh bien, la lutte contre la pollution, elle a aussi un coût élevé. Alors le gouvernement, comme c'est un gouvernement autoritaire, il peut imposer des choses qu'on ne peut pas imposer dans un autre pays. Mais j'ai donné l'exemple de la construction, par exemple. Construire des bâtiments correspondant aux nouvelles normes, c'est extrêmement coûteux. Et on sait qu'il y a des entreprises ou des endroits où on n'a pas les moyens de faire ça. Et donc je pense que la difficulté, bien sûr, compte tenu des dégâts environnementaux, les autorités sont tout à fait conscientes de la gravité des choses. Et puis il y a eu des scandales liés à la corruption qui ont quand même fait très mauvais effet. Mais encore une fois, il y a des objectifs contradictoires, et ces contradictions, elles sont extrêmement difficiles à surmonter. Et un dernier mot, s'agissant de l'innovation, je suis d'accord que les Chinois ne sont pas des gens qui innovent beaucoup, et les études qui ont été faites sur la recherche, les brevets, etc., montrent bien qu'ils ont déposé énormément de brevets dans beaucoup de domaines, mais ces brevets ne sont pas cités, contrairement aux brevets américains ou européens. Et donc il y a encore un certain nombre de domaines où la technologie chinoise, il y a beaucoup d'écarts, c'est essentiellement une technologie importée. Dans les nouvelles technologies, c'est surtout une technologie importée. Oui, le problème, c'est que cette technologie importée ne suffira pas. Oui. Elle ne suffira pas en termes de performance à résoudre les enjeux environnementaux avec une telle densité de population, une telle densité d'industrie. Maintenant, quand vous évoquez l'arbitrage entre l'environnement et le business, je pense qu'il existe dans tous les pays. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais la loi, je pense que dans beaucoup de pays, la loi est quand même mieux appliquée qu'en Chine, où en Chine, la loi, En vous écoutant, est-ce qu'on peut être un peu provocateur et se dire, après tout, les Chinois, est-ce qu'ils n'ont pas raison d'agir ainsi? De dire, à l'adresse des pays occidentaux, bien sûr, on va s'occuper de la pollution, mais laissez-nous d'abord progresser, laissez-nous croître. C'est un peu la problématique de tous les pays émergents et en développement, comme on l'a vu à la COP21, en disant, mais après tout, ça fait quand même 2 siècles que vous avez produit votre croissance par de la pollution, on en voit le résultat, et maintenant, laissez-nous faire. Et notamment, un pays, une région, un continent dont on n'a pas parlé, vous connaissez bien, qui est l'Afrique. L'Afrique, c'est 2% de la pollution mondiale, des émissions de CO2, c'est rien du tout. Et on leur demande de faire un énorme effort. D'où ce fonds de 100 milliards qui n'est toujours pas prévisionné. Donc voilà, est-ce que les autres pays n'ont pas raison de nous dire, après tout, laissez-nous faire comme vous l'avez fait pour arriver au niveau de développement où vous êtes et où nous voulons parvenir?
Alors c'est un discours qui est tenu par les pays en développement en disant vous avez eu ce mode de développement, pourquoi nous on ne l'aurait pas? Moi, il y a une chose qui me gêne dans ce raisonnement, c'est que c'est une vision linéaire du développement, comme si tous les pays avaient le même cycle de développement, sans se situer, sans se soucier de ceux qui sont autour d'eux. Et je dis ça pour le positif comme pour le négatif. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas un raisonnement en matière environnementale, de même que ça ne l'a pas été pour les pays qui ont dit le commerce est bénéfique pour tous. Et chaque pays se trouve aujourd'hui, en 2017, avec un état de l'environnement dans le monde qui n'était pas celui que les autres pays avaient il y a 100 ans, et que donc on ne peut pas raisonner de cette façon qui est, encore une fois, une vision linéaire du développement. Oui, alors, encore une fois, les problèmes de pollution locale connus en Chine, à la rigueur, nous, ça ne regarde pas. Les morts, c'est chez eux. Je vais le dire assez brutalement. Sur ça, on peut effectivement, notre problème, c'est le changement climatique et une pollution globale. C'est-à-dire que s'ils ne font rien, nous, on a des dommages chez nous. Donc, ils ne peuvent pas répondre ça en matière de pollution locale. À la rigueur, c'est à voir entre les autorités et la population. Je le dis de façon un peu caricaturale, mais il faut vraiment quand même bien distinguer. Nous, négocier avec eux dans le cadre pour la pollution globale que constituent les émissions de gaz à effet de serre, donc le changement climatique, oui. Et les problèmes de pollution locale, là, nous, on n'a pas grand-chose à dire. Et c'est pas sur ces questions qu'on négocie avec eux. Donc c'est bien... Oui, je pense qu'on ne peut pas véritablement continuer à réfléchir de cette manière. C'est-à-dire qu'on a, bien sûr, j'ai bien compris, on a effectivement une responsabilité historique et d'un point de vue éthique, effectivement, il faut reconnaître. Et il faut reconnaître, ça a été reconnu d'ailleurs, puisque dans l'ancien protocole de Kyoto, la Chine n'était pas signataire dans l'annexe A, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas à avoir des objectifs contraignants en matière d'émissions de CO2. Elle a conclu un accord lors de la visite du président Obama en 2014, et elle s'est engagée, mais de manière, on peut dire, qui lui laisse toute latitude pour continuer son développement économique, puisqu'elle a dit qu'elle allait arriver à un maximum d'émissions de CO2 aux alentours de 2030, en sachant que de toutes les manières, ce serait un scénario qu'elle atteindrait très certainement avant. Mais simplement pour je vous donne un chiffre, pour le lier en fait à l'impact que ça peut avoir. En 1980, quand la Chine a commencé son développement économique, la surface habitable était de 7 mètres carrés par habitant. Aujourd'hui, on est aux alentours de 35 mètres carrés, ce qui veut dire qu'on construit à peu près 1,8 milliard de mètres carrés en 2012. Quand vous avez un développement comme ça, on peut pas l'ignorer, parce que, et si on projetait, on espère que la Chine va en rester au modèle européen, parce qu'on est à peu près au modèle européen, on est à 40 mètres carrés par habitant à peu près, mais si on évolue vers les États-Unis, qui ont à peu près une surface qui dépasse 80 mètres carrés par habitant, c'est pas une planète qu'il va nous falloir, au moins. Donc on ne peut pas continuer à réfléchir comme ça de manière linéaire, et Marie-Françoise l'a dit très justement, parce qu'il y a une responsabilité désormais. Et on pourrait reprendre les chiffres des émissions, même dans un scénario presque optimiste. La Chine est à 14 gigatonnes dans quelques temps. Et c'est plus déjà que ce qu'on peut émettre si on veut respecter les objectifs qui ont été fixés dans l'accord de Paris. Donc, il y a à un certain moment donné, il y a une responsabilité aujourd'hui. On le voit dans les accords avec les États-Unis. Il y a une responsabilité très forte aujourd'hui de la Chine, peut-être demain de l'Inde, et on l'a vu, il y a une position forte aussi du gouvernement Modi là-dessus. Donc, on ne peut pas continuer à réfléchir comme ça. Il faut véritablement que la Chine s'attaque, et elle le fait sur ces questions, mais c'est d'abord pour elle qu'elle va le faire, mais elle ne va pas le faire en réponse à des pressions diplomatiques extérieures. Elle va le faire pour elle, en espérant que, effectivement, pour nous, ça puisse avoir des répercussions positives. Merci beaucoup. C'était une question provocatrice, vous l'avez bien compris. Là où vous avez parfaitement raison, c'est que dans l'accord de Paris, signé par la Chine et ratifié par elle, ce pays a prévu, et c'est quand même très important, se soumet à l'obligation qu'on puisse juger ses objectifs tous les 5 ans.
Et ça, c'est une importante nouveauté de quelqu'un qui a toujours revendiqué son indépendance de tous les azimuts, quoi. Voilà, je voudrais le préciser. Mais les Chinois se retournent en disant c'est en adoptant votre mode de vie, 40 mètres carrés ou 30 mètres carrés, une voiture pour 2 personnes, qu'on fait face à ces problèmes de pollution. Merci beaucoup. Je suis malheureusement obligé de... Je sais que vous avez encore des questions, j'en ai quelques-unes ici, aussi une dame qui m'a soumis des questions, je lui répondrai. Mais nous sommes obligés de libérer la salle. Je tiens à vous remercier vivement pour votre attention, vos questions. Et remercier vivement nos intervenants. Merci à tous, bonne journée.